Super. Eh bien oui, ça me va bien. On en sera... c'est pas où. On verra bien. On verra. Ok, donc, je vous parle maintenant un petit peu de la cancéro-ORL. Les patients de cancéro-ORL, dysphagiques post-cancéro-ORL, quand ils arrivent chez vous, quand ils arrivent en cabinet, ils ont déjà derrière eux tout un parcours médical qui est plutôt long, plutôt fatigant et dont ils se remettent à peine. Donc c'est pour ça que ça me paraît important d'avoir quand même quelques notions de ce que le patient traverse en fait avant d'arriver chez vous. Ça permet d'installer un lien thérapeutique qui est plus efficient. Ça permet aussi dans le soin de ne pas non plus trop se culpabiliser si dans les premiers temps on ne fait pas tout ce qu'on voulait faire. En fait. Et ça permet aussi d'avoir un regard plus global, comment dire, qui fait que s'il y a besoin d'autres types de thérapies et d'autres types de soins, on enverra d'autant plus facilement notre patient vers d'autres thérapeutes. Alors, un petit récap là, des atteintes tumorales, en fait, ORL. Alors, bien évidemment, la plus connue, les plus connues sont les tumeurs laryngées, mais dans les patients post-cancéro-dysphagiques que vous allez voir, il n'y aura pas que des patients laryngectomisés partiels. Je dis laryngectomisée partielle parce qu'aujourd'hui, on ne va pas aborder du tout la laryngectomie totale. D'accord ? D'un point de vue de la dysphagie, la laryngectomie totale, elle est assez facile à gérer, c'est-à-dire qu'il y en a peu de la dysphagie et c'est surtout des problèmes de transport avec le SSO qui s'ouvre mal. La problématique de la laryngectomie totale, c'est surtout l'apprentissage de la voie oro-œsophagienne et trachéo-œsophagienne, ce qui n'est pas du tout notre but là aujourd'hui. Ceci étant, toutes les tumeurs laryngées ne demandent pas une laryngectomie totale et on se retrouve donc avec des laryngectomies partielles qui ont quelquefois quand même des grosses suites fonctionnelles pas faciles du tout à gérer, qui font qu'on peut être amené à proposer d'ailleurs en deuxième intention une laryngectomie totale fonctionnelle, notamment chez les patients jeunes qui, après une laryngectomie partielle, ne parviennent pas à se réalimenter. En fait, on sait maintenant que l'alimentation entérale sur du très long terme, et quand je dis très long terme, c'est 20 ans, 10 ans, c'est déjà beaucoup, 10-20 ans, on sait que cette alimentation entérale sur du long terme est vraiment de très mauvais pronostics pour la durée de vie des patients. Donc, quand les patients sont jeunes et ne peuvent pas se réalimenter malgré le travail fonctionnel qu'on fait après la laryngectomie partielle, on peut être amené à leur proposer une laryngectomie totale fonctionnelle pour que justement la réalimentation soit à nouveau possible. Je reviendrai après dans les chirurgies, qu'est-ce qui décide des partielles, des totales, etc. La deuxième localisation, enfin une autre localisation, c'est oropharynx, donc les constructeurs pharyngés, tout ce qu'il y a dans le pharynx en fait. C'est un petit peu un fourre-tout, entre guillemets. Dans l'oropharynx, il peut y avoir aussi simplement des épiglottectomies, juste des épiglottes, des exérèses d'épiglottes. Il peut y avoir un travail sur les constructeurs pharyngés. Tout ce qui est dans cet espace, en gros. Ok. Et dans oropharynx, on met aussi en général la base de langue. Ensuite, en localisation, il peut y avoir des tumeurs qui se développent dans la cavité buccale. Donc, cavité buccale, soit les 2/3 antérieurs de la langue, ou plancher de bouche, okay. Éventuellement mandibule, gencive. En général, alors tout ce qui touche la mandibule, les gencives, les structures maxillaires et mandibulaires osseuses, c'est plutôt traité par la maxillofaciale que par l'ORL. Souvent. Aurélia, il y a une petite question. Ouais. Est-ce que la laryngite totale, ouais. est bien acceptée pour avoir de nouveau le plaisir de manger? Oui. 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 Alors, on propose quand c'est une laryngectomie fonctionnelle, on la propose quand vraiment on sait qu'il n'y a plus d'espoir pour que le patient n'arrive pas à manger. Et chez un patient qui a 50 ans, à qui on dit soit vous n'aurez plus de voix, mais vous pouvez en réapprendre une, mais vous pourrez manger, soit vous restez comme vous êtes avec votre sonde entérale, il n'y a pas photo. Hein.
les gens acceptent vraiment, même plutôt de bon cœur, entre guillemets, la laryngectomie totale. Oui, elle est bien reçue. Ah oui, Et d'accord. elle donne des résultats plutôt satisfaisants parce qu'on la propose préférentiellement, bien entendu, à des personnes jeunes. On ne va pas embêter un papy qui a 85 ans avec une laryngectomie totale s'il n'est pas lui-même en demande et si sa qualité de vie ne pâtit pas de façon abominable du fait de s'alimenter par jet. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important pour les personnes âgées de s'alimenter par la bouche, hein. Pas du tout ça. Hein. Mais en cancéro, comme en dysphagie, c'est toujours une gestion de l'équilibre inconvénient-bénéfice, risque-bénéfice. Ouais. En fait. Donc chez un papy de 85 ans qui vient déjà de se taper une grosse partielle, qui a fait de la rééducation et qui en peut plus et qui est fatigable beaucoup plus, est-ce que c'est plus de risques par rapport aux avantages ou plus d'avantages par rapport aux risques de proposer à nouveau une laryngectomie totale, qui est une opération qui dure 6 heures d'anesthésie au minimum? Voilà, c'est toujours un peu la question. Après, bien sûr, hein, ça s'est déjà fait sur des patients âgés de 80 ans qui étaient encore super actifs et qui étaient très très en demande et pour lesquels il y avait zéro risque, pour lesquels les risques chirurgicaux et anesthésiques étaient moindres, évidemment. Mais globalement, c'est quand même plutôt proposé à des gens plus jeunes. La deuxième raison pour laquelle on arrive moins à proposer, on vient moins à proposer des laryngectomies totales fonctionnelles à des patients âgés, c'est déjà parce que l'espérance de vie est ce qu'elle est et on n'a quelquefois pas le temps de leur proposer autre chose. Voilà. Et parce que les cancers ORL, les tumeurs ORL se développent préférentiellement entre 55 et plus ou moins 70, 75 ans, en fait. Mais une fois qu'on arrive vers 80, on est un peu plus tranquille pour les cancers ORL. D'accord. Merci. De rien. Je vous ai parlé de la cavité buccale, ouais. Et puis, l'autre localisation pardon, c'est le cavum. Donc, tout ce qui est fosse nasale, et puis plutôt en arrière, donc l'espace qui est déterminé ici par le rhinopharynx, le palais et le voile du palais. Le voile du palais, le cancer du voile, c'est un cancer qui est très pernicieux, entre guillemets, parce qu'on peut enlever, bien entendu, la partie mobile du voile, la partie molle du voile, et on a l'impression qu'en fait, ça ne met pas du tout en jeu ce qui se passe au niveau base de langue et larynx, sauf qu'en fait, ça peut s'avérer vraiment très problématique parce qu'il y a des reflux par le nez en permanence, même si ici, la protection est correcte et même si ici, le transport est correct, parce que si ça touche les constricteurs du rhinopharynx, tout le péristaltisme en fait est modifié puisqu'il est initié aussi à ce niveau-là. Et ça amène des dénutritions importantes et une nécessité d'alimentation par GEP très importante. Assez bizarrement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le cancer du cavum et notamment du voile du palais, ce sont des cancers avec des pronostics vitaux pas super, moins importants presque que les cancers laryngés. C'est comme ça. Et la dernière loque, en fait, que je vous ai notée, c'est la glande thyroïde. Les tumeurs de la glande thyroïde ne sont pas forcément malignes. Et d'ailleurs, on peut être amené à enlever la thyroïde pour des raisons non cancéreuses assez facilement. En fait, hein. Quand il y a des goitres, quand elles gênent la mobilité laryngée, par exemple. Ceci étant, je l'ai noté ici parce que l'ablation de la thyroïde, elle a un retentissement assez important sur le larynx. Alors, ça peut être à cause de l'innervation. Hein, on pourra regarder après si vous voulez. Pour la voix, mais aussi pour la déglutition potentiellement. C'est souvent des problèmes de déglutition transitoires. Mais malgré tout, chez un petit nombre de patients, il y a des soucis de déglutition qui nécessitent quand même d'être pris en soin. Les problèmes de déglutition liés à l'ablation de la thyroïde, ils viennent aussi du fait que le dosage hormonal, en fait, et le comportement hormonal n'est plus le même. Or, les hormones jouent énormément sur tout ce qui est sécrétion salivaire, gestion des glandes salivaires. Et ça peut vraiment être un gros problème, notamment quand on va vouloir avoir un transport du bolus optimal. Ça va ? Alors, votre patient, par quoi il passe ?
en fait, par quoi il est déjà passé, qu'est-ce qu'il a déjà traversé quand il arrive chez notre patient. Donc, déjà, il y a eu un premier diagnostic d'une tumeur, en fait, et d'une atteinte tumorale. Cette atteinte tumorale, elle est confirmée par un scanner, un PET scan, et par une IRM. Probablement, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, pardon. Et dans le processus diagnostique, d'abord, la première chose, c'est qu'on classifie la tumeur selon la classification TNM. Je ne sais pas si vous connaissez la classification TNM. Donc, le T, c'est pour la tumeur. C'est entre 1 et 4, et ça donne la taille de la tumeur en question. Quand on a un T4, on fait forcément une laryngectomie totale en première intention. En fait, il n'y a pas de possibilité de laryngectomie partielle sur un T4. Laryngée, je veux dire. Quand on est en T1, T2, la mobilité des cordes vocales n'est pas impliquée. Quand on est en T3, T4, si. Okay. Si en T1, T2, la mobilité des cordes vocales n'est pas impliquée, ça veut dire que potentiellement, on peut espérer, après exérèse, retrouver quand même une bonne occlusion laryngée. Okay. Je voulais vous préciser un truc tout de suite, c'est qu'en cancéro, les conséquences sur la phonation ne sont pas prises en compte dans les décisions. Okay. Si on peut préserver le plus possible les processus phonatoires, c'est très bien, mais ce n'est pas parce qu'un patient aura une phonation dégradée en post-chirurgie qu'on va chercher une autre solution et proposer par exemple des traitements complémentaires seuls. Okay. Donc de 1 à 4. Ensuite, N, c'est pour nodes, c'est les ganglions. Donc soit il y en a, soit il n'y en a pas. Okay. Donc 0 ou 1. Ces ganglions, ils peuvent faire l'objet, quand ils existent, quand les ganglions sont infectés, donc d'une exérèse qui est soit fonctionnelle, donc qui préserve le scom, soit non fonctionnelle, et là qui exige de sectionner ou d'abîmer fortement ce muscle. Et le M, c'est pour les métastases, et c'est pareil, il y en a ou il n'y en a pas. Ok. Donc cette classification TNM, elle permet ensuite, au cours d'un passage en RCP, qui est une réunion de concertation pluriprofessionnelle ou pluridisciplinaire, de décider des traitements qu'on propose et du choix thérapeutique qu'on propose aux patients. Dans la RCP, il y a un oncologue, un radiothérapeute, un chimiothérapeute, l'ORL, et j'oublie quelqu'un. Non, c'est à peu près tout. Radiothérapeute, oncologue, chimiothérapeute, ORL. Et c'est véritablement ces médecins en concertation qui décident du choix thérapeutique. Le choix thérapeutique, ça peut être la chirurgie, ça peut être la chirurgie plus traitement complémentaire adjuvant, ou ça peut être juste des traitements non invasifs, enfin, qu'on appelle non invasifs, radiothérapie, chimiothérapie. Le choix thérapeutique, il est proposé aux patients. Le choix, il est fait en cancéro spécifiquement, avec toujours à l'esprit cet équilibre à la fin risque-bénéfice. D'accord ? Ne pas nuire, c'est bien évidemment la devise, quel que soit ce qu'on pratique en médecine, enfin ça devrait être la devise, mais un cancéro-ORL, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'analyse de la réunion de concertation pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire. Et ce choix thérapeutique, une fois qu'il est fait, il est proposé au patient, et le patient, la patiente, a toujours le choix de le refuser ou de l'accepter. Si par exemple on propose une laryngectomie totale et qu'en fait le patient ou la patiente est totalement opposée à la laryngectomie totale, alors il est nécessaire qu'il soit bien entendu suffisamment informé pour faire son choix en toute conscience, mais si la réponse est non, bah la réponse est non et on n'opère pas. Ok ? Ça me paraît vraiment important parce que c'est une notion qui remet le patient au centre de ses décisions thérapeutiques, au centre de son projet thérapeutique. Et il me semble qu'en libéral, quand on fait de la réhabilitation de la déglutition, on doit absolument prendre en compte cet avis-là du patient. Okay. Notre but, quand on reçoit ces patients en libéral, c'est de les emmener le plus possible vers l'autonomie, mais ça on verra dans la prochaine partie, mais c'est aussi d'écouter
leur demande de voir et d'analyser avec eux où sont leurs besoins, de les rendre acteurs de leurs soins et de, ma foi, de se plier et d'accepter en concertation consciente, encore une fois, les choix que les patients peuvent faire et qui ne nous conviennent pas en tant que thérapeute, des choses qui arrivent. Notre travail de thérapeute, c'est de guider cette réhabilitation, de donner des outils, des infos pour cette réhabilitation, mais pour que le patient fasse en conscience ce qu'il a à faire, mais c'est aussi, ma foi, d'accepter et quelquefois de lâcher l'affaire quand le choix du patient et la demande du patient n'est pas conforme à ce que déontologiquement on est capable de faire ou on peut accepter de faire. Ok, ça va pour le processus diagnostique? Ouais. Alors, de quoi je parle après? Les traitements. Donc, dans les traitements, il y a la chirurgie et puis donc, les traitements dits complémentaires, mais qui sont maintenant quelquefois des traitements uniques, en fait, dans les protocoles de préservation, que sont la radiothérapie et la chimiothérapie. La chirurgie, elle est déterminée par la localisation et par, comme on disait tout à l'heure, la classification TNM. Pour qu'une chirurgie soit une bonne indication, il faut pouvoir préserver le cricoïde et au moins une des articulations crico-aryténoïdiennes. D'accord? Pour une chirurgie partielle. Okay. Si ce n'est pas possible, alors soit on peut proposer en laryngée, hein, toujours, soit on peut proposer une laryngectomie totale, soit un traitement non invasif avec uniquement des traitements complémentaires. Ok. Ça, ce sont les limites en fait pour la laryngectomie, pour la chirurgie laryngée. Quand pour les autres atteintes, il y a vraiment une réflexion fonctionnelle pour savoir si la chirurgie doit être envisagée en première solution ou non. Dans la chirurgie, il y a des chirurgies vraiment plus comment dire, simples, entre guillemets, où en fait on enlève la tumeur simplement. Okay. Et ensuite le tissu cicatrise. Et puis il y a des chirurgies de reconstruction dans lesquelles on va prélever un lambeau ailleurs sur le corps, donc en grand pectoral ou en péroné, c'est possible aussi, pour reconstruire les structures lorsque l'exérèse a été trop importante. La difficulté des chirurgies avec des reconstructions par lambeau, c'est qu'en fait le lambeau il est ni vascularisé ni innervé. Non, pas vascularisé, il peut être vascularisé, pardon. En tout cas, il n'est pas innervé et il n'a pas de structure musculaire. Donc, en fait, finalement, à part remplacer une structure anatomique inerte, il ne va pas pouvoir participer vraiment de tout ce qui est sensoriel et de tout ce qui est moteur dans la réhabilitation de la déglutition. Mais quelquefois, il n'y a pas le choix. Notre patient, quand il subit une chirurgie, il subit aussi pas mal de choses en pré-op et pas mal de choses en post-op qu'il est bon d'avoir en tête également. En pré-op, très souvent, on pose une sonde nasogastrique pour une alimentation entérale temporaire. D'accord ? Il y a certains patients qui, en pré-op, ont déjà une sonde entérale directement posée au niveau de l'estomac. Et vous pouvez être amené à voir des patients qui sont encore en nutrition entérale alors qu'ils viennent en libéral. D'accord ? Les conséquences immédiates en post-op, pour une grande partie d'entre eux, il y a la présence d'une canule qui permet une meilleure ventilation. Normalement, les patients qui viennent vous voir en libéral sortent sans leur canule. Ils sont sevrés de la canule quand ils commencent le travail avec nous. S'ils sont... Oui. Excuse-moi, il y a des questions. Je t'en prie, alors, vas-y. une de Sophie. Comment la classification TNM se présente-t-elle finalement? Alors ça, c'était... Oui. Je te dis les autres ou alors tu préfères répondre une à alors, je n'ai pas trop compris cette histoire de classification. Sophie, est-ce que tu veux activer ton... Ou est-ce que tu... Ouais. Oui. Enfin, pour nous, si on voit classification TNM, on va voir quoi 1 Ouais, alors T2, N0, M0. D'accord. Par T1, exemple. par exemple, M0, T1, M0. Ouais, T1, 2, 3, 4, N0 ou 1, M0 ou 1. D'accord. C'est-à-dire la tumeur, elle est classifiée en taille de 0 à 4. Les nodules, il n'y en a pas, c'est 0. Les ganglions, pardon. Il y en a, c'est 1, il n'y en a pas, c'est 0. Et les métastases, c'est pareil.
D'accord, ok. Ok, c'est tout. Merci. Parfait, de rien. Merci. Ok, après, alors Sarah, je n'ai pas eu le temps de noter les 2 structures devant être préservées lors d'une laryngectomie partielle. Ouais. Cricoïde, l'anneau cricoïde et au moins une des articulations aryténoïdes cricoïdes, donc au moins un des aryténoïdes. Normalement, ces infos sur la chirurgie, et on va le revoir un petit peu au moment du bilan, ce sont des infos que vous avez quand vous recevez vos patients en bilan. Soit les patients, ils savent vous dire ce qu'ils ont eu, soit vous pouvez sans problème, et je le dis là, puis je le redirai encore à la fin pendant le bilan, mais vous pouvez, même vous devez, si vous avez besoin, appeler le service. En fait, hein. L'orthophoniste du service ou la secrétaire qui a le compte-rendu sous les yeux ou le chirurgien, si vous arrivez à l'avoir, ils sont jamais ennuyés de vous donner cette info. En fait, vraiment. Ok. Et alors, une question d'une autre Sophie. Quand on fait une chirurgie par lambeau, il n'y a plus de réinnervation possible? Non. Non, il y a une vascularisation, j'ai dit des conneries pardon tout à l'heure. Le lambeau, il est vascularisé parce que sinon il nécrose, en fait. Mais si vous voulez, si vous posez un lambeau suite à une très grosse glossectomie et que vous reconstruisez le plancher de bouche par lambeau, le plancher de bouche, il sera plus innervé, il n'aura plus de sensibilité et il n'aura plus non plus de potentiel mouvement musculaire. Ok, ok, super. C'est ce qui pose souci d'ailleurs. En fait, un lambeau, c'est vraiment une pièce anatomique. Mais physiologiquement, ma foi, il bouche un trou, quoi. Pour le dire simplement et de façon pas très sympa, mais voilà. C'est le but du lambeau. C'est vraiment reconstruire les structures anates. Ok, bah c'est bon tout qu'il y avait. Ok, merci. Parfait, de rien. Alors, oui. Ouais. Oui, ça sert à quoi alors? Il y a une dernière question, comme tu disais, c'est... À quoi ça sert le lambeau? Oui, bah du coup, tu l'as dit. Parce qu'il n'y ait pas de trou. Ouais, c'est ça. C'est un peu difficile à imaginer, mais quand on enlève... attendez, si je vais retrouver une diapo... je ne sais plus où c'était. Est-ce que... Non, c'est une structure musculaire. Quoi ça... J'ai pas trop on va faire ça. Hop. Voilà. Je vais regarder ici, par exemple. Si vous êtes obligé là d'enlever un gros morceau du digastrique ici, par exemple, parce qu'en plancher de bouche, bah, le plancher de bouche est touché, et ben ça fait un trou. En fait, imaginez que là, il y a un morceau de muscle qui manque. Évidemment qu'il y a la peau, hein, bien entendu, mais pour que les structures soient possibles et que l'alimentation continue à passer dans le tube musculaire après, qui est l'oropharynx, en étant guidé par la langue et en étant limité par ici le plancher de bouche, on est obligé de reconstruire. Ça répond à la question? Alors, je pense, n'hésitez pas à écrire dans le chat ou en activant. Je ne sais plus à quel on était là. Ok. Je vous parlais de quoi? Je ne sais plus déjà. Ah oui, des conséquences immédiates en post-opératoire. Donc, les 2 conséquences immédiates principales, c'est la sonde nasogastrique. Donc, la sonde nasogastrique, elle passe par le nez, elle descend ensuite dans l'oropharynx, derrière la base de langue, donc, et puis ensuite dans l'œsophage, elle passe par le sphincter supérieur de l'œsophage et elle va jusqu'à l'estomac. D'accord ? La deuxième conséquence post-op, c'est très souvent la pose d'une canule. La canule, elle est posée juste en dessous du larynx et elle vient directement s'insérer dans la trachée. D'accord ? Ce type de canule, c'est des canules de trachéostomie, en fait, contrairement à la trachéotomie qui est liée à la laryngectomie totale. La trachéostomie, c'est une fois qu'on enlève, c'est une ouverture temporaire, en fait, dans la trachée. Une fois qu'on enlève la canule, la trachée, elle se referme. Enfin, le trou, en tout cas, se referme. Pas la trachée, évidemment, ça ne respire plus, mais le trou se referme. Donc, vous pouvez être amené à voir des patients qui ont encore leur canule, c'est assez rare, mais ça arrive. Ça ne limite pas vraiment le travail qu'on peut faire avec eux, si ce n'est qu'en général, quand il y a une canule, c'est que le système ventilatoire n'est encore pas super, et donc on n'est pas forcément tout de suite déjà dans de la réhabilitation avec des prises alimentaires, mais plutôt dans une réhabilitation préparatoire. Voilà. On y reviendra aussi.
Sinon, en général, les gens n'ont plus leur canule et c'est déjà cicatrisé. Si jamais vous êtes face à quelqu'un qui a encore sa canule ou encore le pansement parce que l'orifice n'est pas refermé, je vous invite, je le dis là maintenant parce que j'ai peur de y penser après, je vous invite vraiment à lui dire et à instaurer avec lui, si ce n'est pas fait, le geste de bien appuyer ici sur le pansement de l'orifice de trach à chaque fois qu'il parle. Okay. Moins il y a de passage d'air dans l'orifice de trach, plus l'orifice de trach va se refermer. Il y a d'autres conséquences, en fait, quelquefois, et c'est plutôt lié à la radiothérapie, mais je vais en parler là parce que le patient, donc la patiente qui subit une chirurgie, si derrière il a des traitements complémentaires adjuvants, alors pour la radiothérapie notamment, il peut être amené à avoir des exéreses dentaires parce que la radiothérapie fragilisant énormément, on s'assure que toutes les dents du patient ou de la patiente sont en bon état et celles qui ne sont pas en bon état ou celles pour lesquelles il y a même quand je dis pas en bon état, ça peut être juste une carie en fait, et qui ne peuvent pas être soignées dans le laps de temps ou qui ne peuvent pas être soignées sans fragiliser la dent, là ces dents-là elles sont arrachées. On va passer à la radiothérapie après, mais j'en parle parce que il y a quand même beaucoup de patients qui ont des dents pas très saines, surtout chez nos patients ORL, en fait, qui boivent, qui fument. Donc, ça ne favorise pas l'hygiène dentaire, on est bien d'accord. Le fait qu'il n'y ait plus de dentition, ça pose problème simplement quand dans la reprise alimentaire, il y a une possibilité de passer au morceau. En fait, ça a l'air tout bête, mais quand on n'a pas de dents, c'est un peu plus difficile de mastiquer. Okay. Alors, autant... on y reviendra un peu plus sur la réhabilitation, mais autant quand on est dans le cadre d'une dysphagie neurogériatrique, où en fait on a besoin de maintenir au maximum toutes les fonctions, il peut être intéressant de faire mastiquer du très mou sur les gencives, autant en ORL, où en fait ce n'est pas du tout notre but. Notre but, c'est vraiment de réassurer le transport et la protection, et ensuite de retourner vers une alimentation normale ou subnormale le plus possible. C'est pas pertinent de faire mastiquer s'il n'y a pas de dents. Très, très clairement. Voilà pour la chirurgie. Si, pareil, je vais me noter, je ne vous ai pas fait de slide là parce que ça me paraissait beaucoup, mais si vous voulez, je peux vous envoyer un petit listing des chirurgies. Vous me redirez si ça vous intéresse. Des chirurgies laryngées notamment. Hop, je me le note. Je vous avais dit quoi tout à l'heure? Je me suis notée aussi, je vais retrouver. Je passe à la radiothérapie, au traitement complémentaire et puis après, si vous voulez, on pourra faire la pause. Ouais, ça sera bien. Alors, les traitements complémentaires, c'est la radiothérapie et la chimiothérapie. La radiothérapie, comment dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, j'ai un trou, pardon. Ça va venir. La radiothérapie, oui, pardon. Elle est proposée quasiment systématiquement après chirurgie. En fait. Dans les laryngectomies totales, ça fait même partie du protocole. Il n'y a pas de laryngectomie totale sans radiothérapie derrière. La radiothérapie, c'est l'irradiation de la zone qui a été touchée par la tumeur. En fait. Le nombre de séances varie, mais peut aller jusqu'à 35 séances, en fait, à raison d'une séance par jour pendant 5 jours et une pause le week-end. C'est super important que la radiothérapie soit faite d'affilée, c'est-à-dire que j'ai plus en tête le chiffre, on avait fait un mémoire là-dessus il y a 4 ans. Une radiothérapie qui est interrompue plus de 48 heures, en fait, c'est potentiellement, il me semble, dans mon souvenir, c'était 45% d'effets bénéfiques en moins. Donc, c'est quand même super, super important. La chimiothérapie, vraiment, à ma connaissance, dans mon souvenir, je n'ai pas rencontré de patient qui n'ait eu que de la chimiothérapie pour de la cancéro-ORL hors problématiques palliatives qui viennent se greffer en fait, à la problématique ORL ou l'inverse. Hors problématique ORL qui viennent se greffer à du palliatif. Okay. La chimiothérapie, quand elle existe, elle est couplée à de la radiothérapie. C'est une chimiothérapie qui n'est pas aussi invasive et aussi violente que celle qu'on peut connaître, par exemple, dans les cancers du côlon. Le patient ne perd pas ses cheveux, il n'a pas de grosses modifications de son système nerveux autonome,
des fonctions neurovégétatives, notamment des fonctions excrétrices et des fonctions de digestion. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la radiothérapie? Je vais vous montrer après. Alors, pour la radiothérapie, voilà comment ça se passe. Donc, on fait un masque, on fait un maillage en fait sur un masque. C'est ce qu'on appelle le centrage pour délimiter vraiment très précisément les zones d'irradiation. En fait. Donc, ça ressemble à ça quand il n'y a personne en dessous. En fait. Et à chaque séance, le patient revêt en fait, ce masque sur lequel le centrage a été fait et passe ensuite sous ou sur la machine pour recevoir les rayons. L'administration des rayons, l'irradiation, elle dure très très peu longtemps. Hein. Une séance de radiothérapie en soi, c'est 10 minutes. Hein. Okay. Par contre, tout le process avant, c'est long. C'est-à-dire déjà, il faut attendre à l'hôpital parce qu'ils sont toujours en retard. Ensuite, on revêt le masque. Ensuite, on s'installe. Ensuite, il y a les réglages. Ensuite, seulement, il y a l'irradiation. Donc ça se fait lors d'une première visite, une fois que une première visite au centre de radiothérapie, une fois que la radiothérapie a été décidée comme traitement complémentaire. La grosse problématique de la radiothérapie, c'est qu'elle a des effets secondaires importants, des effets secondaires aigus, très importants et très invalidants, qui peuvent entraîner une dysphagie radio-induite, alors qu'il n'y avait pas forcément de dysphagie post-chirurgie. Et puis des effets plus tardifs, dont on va parler là maintenant. On peut terminer cette slide, ça vous va, avant la pause? Ouais. Les effets secondaires, vous aurez le listing quand on va reprendre la réhabilitation, et je vais vous les citer déjà là. Donc les effets secondaires aigus, ils arrivent à partir de la 3e semaine. Le plus connu, c'est la mucite. Vraiment. Donc, c'est comme si votre langue... Enfin, c'est des vésicules qui tapissent les muqueuses de la langue, des joues, du plancher de bouche. Un peu... Ce ne sont pas des aftes, mais en termes de sensation, ça ressemble à comme si votre bouche était tapissée d'aftes. En fait. Donc, c'est hyper agréable. La mucite, le trismus, c'est des difficultés d'ouverture de la mâchoire. Et ça, c'est dans les plus connus. Est-ce que je vous en cite d'autres là pour l'instant? Non. Et puis alors, un qu'on oublie beaucoup trop souvent, mais c'est l'énorme fatigabilité. Déjà parce que le patient il sort de chirurgie, son corps doit se remettre de cette chirurgie et doit se remettre aussi des semaines qu'il a passées à gérer la tumeur, parce que mine de rien, ça fout en l'air quand même tout le système nerveux autonome et le système neurovégétatif de devoir donner de la ressource pour gérer un corps avec une tumeur. C'est lié à ça, et puis c'est lié au fait que le patient se déplace tous les jours, et c'est lié au fait aussi que les rayons en fait détruisent des cellules, et que ma foi, les cellules vivantes qui restent, elles doivent un petit peu se battre pour recoloniser les structures qui ont été irradiées. En tout cas, pour nous, d'un point de vue fonctionnel, la mucite et le trismus, c'est ce qui va vraiment nous gêner. L'œdème peut aussi se développer assez rapidement, et puis surtout la brûlure de la peau. Okay. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que dans les techniques de réhabilitation, on peut avoir des techniques sensorielles de massage qu'il faudra adapter, voire suspendre, que ce soit les massages externes ou les massages internes, en fonction de la mucite et en fonction de la brûlure de la peau. Et pour le trismus, si à un moment on veut mobiliser certaines structures, que ce soit avec de la contre-résistance ou que ce soit en travail lent et précis, ce manque d'ouverture-là va vraiment nous limiter, notamment pour avoir accès à la langue. Ceci étant, et ça c'est vraiment important, si vous voyez votre patient avant qu'il commence la radiothérapie, n'interrompez pas de façon systématique la réhabilitation parce qu'il va en radiothérapie. Okay. Suivant les patients, le fait de poursuivre pendant la radiothérapie, même si c'est que 3 fois dans les 5 semaines de la radiothérapie, ça peut avoir vraiment un grand bénéfice, notamment parce que les gens ils ont besoin de beaucoup d'informations et de réinformations à ce moment-là. Parce que ça peut continuer à mobiliser les structures vraiment dans le mouvement, même si on ne peut plus venir masser. Okay. Et parce que le plus on arrive à préserver la déglutition et un minimum d'alimentation si c'est déjà possible, le mieux
le meilleur sera le pronostic de récupération derrière. Okay. Après, pour moi, les raisons pour lesquelles on arrête pendant la radiothérapie, c'est clairement la fatigue du patient. Hein. Si votre patient il est au bout du rouleau, ce n'est pas la peine de lui en rajouter une couche. Dans les effets tardifs, l'effet le plus pénible, vraiment, c'est le problème de salive. La salive est extrêmement modifiée en quantité et en qualité, ce qui fait que pour l'homogénéisation du bol alimentaire, du bolus, ça ne va pas être super. Pour la déglutition salivaire en elle-même, ça ne va pas être super. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a peu de prise. On abordera ça pareil dans 3 semaines. Le deuxième effet tardif, alors dans les effets tardifs, je vous récapitulerai ça un peu plus tard, mais il y a aussi l'œdème qui commence à se développer, la brûlure qui persiste quand même encore quelques semaines. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Le trismus aussi qui ne se résout pas tout de suite. Par contre, la mucite, en général, elle disparaît avant la fin de la radiothérapie, assez souvent. L'autre effet tardif contre lequel on a vraiment du mal à lutter, c'est la dégradation des paires crâniennes, qui peut arriver jusqu'à 20, 25 ans, 30 ans après. Alors, on pourrait s'étonner de ça, hein, mais quand vous voyez les conséquences de Tchernobyl, il y a quand même des années et des années avant que certaines choses se déclenchent, en fait. Hein. Donc, c'est pas très étonnant de se dire que finalement, une irradiation, même hyper ciblée, génère en fait dans le corps des phénomènes qui peuvent arriver des années et des années après. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur la radiothérapie? Alors, il y a des questions. Il y avait déjà une question. Alors, attends. Oui, sur le sujet dentaire. Donc là, c'est une question sur la slide avant. Donc, il y avait une remarque d'abord de Sophie qui disait « J'ai une patiente qui est complètement édentée, pas de prothèse possible, c'est dur pour elle. » Et Caroline, sur le sujet dentaire, il ne faut donc pas insister sur le port des prothèses dentaires ou de leur réadaptation lorsqu'elles sont douloureuses pour le patient. Alors, pour la première question, si la patiente elle est amenée à ne plus jamais avoir de prothèse dentaire, alors on est dans le même cas dans le même type de problématique que la dysphagie neurogériatrique, c'est-à-dire qu'il faut préserver au maximum tout ce qui permet d'entretenir l'homéostasie en fait du milieu buccal et de la sphère ORL et laryngée pour une bonne déglutition et des apports nutritionnels suffisants. Donc si elle a, je mets quand même je mets un petit bémol à ça, c'est mon avis. Hein. Je dis il faut plutôt entendre ce que moi je ferais. Donc, chacun reste. Voilà. Donc, moi, je ferais ça. Si jamais il n'y a plus du tout de prothèse possible, je verrai avec ma patiente qu'est-ce qui est mieux pour elle pour son confort de vie. Et moi, d'un point de vue thérapeutique, qu'est-ce que j'estime le plus pertinent pour qu'elle conserve au maximum de santé de cette sphère-là. Voilà. Et en discutant ces deux aspects-là, on trouvera une solution. Voilà. Après, pour la deuxième question, si le port des prothèses est douloureux, alors moi j'aurais tendance à dire il faut mieux pas les porter, mais par contre en revanche, si moi le plus vite on peut réavoir des prothèses qui soient supportées et supportables, le mieux c'est. En gros, en dysphagie post-cancéro, le plus vite on peut retrouver un milieu le plus optimal possible, le mieux c'est. Alors justement, sur le milieu le plus optimal possible, ma patiente, bon, ça fait pas longtemps que je l'ai, et puis la demande, elle n'est pas suite à la cancéro, elle est sur sa voix vraiment, sur son articulation et tout. Mais bon, elle a la langue toute marron. Ouais. Voilà. Elle a quel âge ta patiente? Elle a 73. Ouais. Et c'est du post-cancer? Son cancer, il a déjà 6 ans. Ça fait 6 ans qu'elle a été opérée. Ouais. Mais là, récemment, elle a eu un petit AVC. Ah oui. Ouais. Voilà. Et donc, c'est suite à l'AVC qu'elle vient me voir. Mais bon. Et elle n'a pas de prothèse depuis quand? Depuis, je
je crois que dans les suites de... Non, attends, je te dis une bêtise, c'est pas 6 ans, c'est moins que ça, c'est 3 ans. Voilà, et elle n'a pas de prothèse depuis ça, 2 ou 3 ans. Et elle ne peut pas en porter parce que ça lui fait trop mal? Ou il n'y a jamais eu de réadaptation de fait? Mal. Il y a elle a changé de prothèse, elle a essayé de refaire des prothèses quand même? On lui a dit que c'était pas possible. D'accord, donc si c'est pas faisable. Il y a un trou au niveau de l'os. Il y a un peu un. Bah oui, puis plus t'attends, plus il y a de fonte, osseuse, hein. C'est pour ça que je le redis, hein, s'il y a plus de prothèse possible, alors on va essayer quand même de mastiquer un peu, hein, pour stimuler là, c'est Parce que là, elle mange les que gencives, hein.